Vous pensiez tout connaître de la quatrième dimension, mais il existe un épisode interdit qui a disparu, effacé par CBS pendant plus de 50 ans. Une épée hantée, un racisme latent, le SSPT d'un vétéran et une star nippo-américaine 2 ans avant Star Trek. Lorsqu'il a finalement refait surface, les fans n'ont pas cru leurs yeux. Quel sombre secret CBS ne voulait-elle pas que vous voyiez ? Restez dans les parages. Ce conte perdu est tordu, troublant et inoubliable. La plupart des gens considèrent la quatrième dimension comme une télévision intemporelle et intouchable, intelligente, effrayante et avance sur son temps. Mais enfouie dans son parcours légendaire se trouve une histoire que CBS voulait effacer. 1964, la 5e et dernière saison de la série a diffusé un épisode intitulé « La rencontre ». Il ne mettait scène que 2 acteurs. Neville Brand dans le rôle d'un vétéran endurci de la Seconde Guerre mondiale et un jeune George T.E., oui, avant Star Trek dans le rôle d'un homme nippo-américain. L'histoire était dépouillée, intense et claustrophobe, le tout se déroulant dans un grenier poussiéreux. Pourtant, après sa diffusion unique, CBS l'a enfermé. Pendant plus de 50 ans, la rencontre n'a jamais été rediffusée, jamais syndiquée et jamais officiellement publiée. C'est devenu une histoire de fantôme à part entière, un morceau de télévision classique avalé par le réseau qui l'a créé. Le mystère n'a fait que s'épaissir au fil des décennies. Les fans de la série qui collectionnaient religieusement tous les bouts du travail de Rod Serling ont remarqué l'étrange absence. Les coffrets VHS l'ont sauté, les premières sorties DVD ont évité de parler, même les marathons officiels de la quatrième dimension l'ont traité comme s'il n'existait pas. Certains pensaient peut-être que la bande maîtresse avait été détruite, d'autres murmuraient des histoires de procès, de pressions gouvernementales et de scripts perdus. La légende de la rencontre s'est assombrie à chaque année passée dans l'oubli. Ce qui la rend encore plus fascinante, c'est que la quatrième dimension ne s'était jamais dérobée à des sujets controversés auparavant. L'écriture de Serling faisait souvent passer contrebande des critiques acerbes de la guerre, du fascisme, des préjugés et de la paranoïa. Pourtant, ce seul épisode était apparemment trop brûlant à manier, même selon ses critères. Cela soulève la question effrayante, qu'est-ce qui pourrait être si dangereux dans un grenier, 2 hommes et un sabre de samouraï ? La réponse allait bouleverser les fans, les dirigeants de CBS et même les acteurs eux-mêmes. Parce que ce qui s'est passé dans ce grenier ne se contentait pas de raconter une histoire, il a rouvert des blessures que beaucoup voulaient sceller de façon permanente. Et une fois que les téléspectateurs ont réalisé ce que le script disait vraiment, la réaction a été immédiate. Mais qu'est-ce qu'il y avait exactement dans la rencontre qui a fait claquer le coffre-fort par CBS ? La vérité réside dans le lien étrange entre une arme hantée, un soldat rongé par la culpabilité et un homme forcé de porter le poids de l'histoire de toute une nation. Et c'est dans cette sombre collision que nous allons entrer ensuite. Le grenier de la rencontre n'était pas seulement un décor poussiéreux, il est devenu un champ de bataille psychologique. Le personnage de Neville Brand, Fenton, est un vétéran amer et buveur de la Seconde Guerre mondiale. C'est le genre d'homme qui porte encore ses démons silence, des traumatismes, de la culpabilité et des souvenirs qui ne l'ont jamais quitté. George Takei joue le rôle d'Arthur Takamori, un jeune jardinier nippo-américain qui accepte innocemment l'offre de Fenton de l'aider à nettoyer le grenier. Au début, les 2 hommes se tournent autour avec de petites conversations polies, mais sous chaque mot se cache de la tension, de la suspicion, du ressentiment et une histoire tacite. La pièce maîtresse de l'histoire est un vieux sabre de samouraï japonais. Benton prétend l'avoir pris à un soldat mort pendant la guerre, mais la lame semble porter plus que de l'acier affûté. Elle devient presque surnaturelle, amplifiant leur peur, leur colère et la laideur de ce qu'ils cachent. Le sabre n'est pas qu'un accessoire, c'est un personnage à part entière, un témoin silencieux qui tord l'air autour d'eux. Pendant que les 2 hommes qui en parlent, Fenton révèle sa haine de l'ennemi sans jamais se soucier de séparer les actions du Japon pendant la guerre de l'identité américaine d'Arthur. Pour Fenton, Arthur est toujours eux, un rappel ambulant des hommes qu'il a autrefois combattus et tués. Arthur essaie de rester calme, mais l'atmosphère du grenier devient plus lourde. Il parle des souffrances de sa famille dans les camps d'internement,
comment des citoyens américains ont été enfermés derrière des barbelés, traités comme des ennemis dans leur propre pays. Ces mots sont profonds, révélant une douleur cachée que Fonton ne peut ou ne veut pas reconnaître. Le vétéran rejette sa souffrance, s'accrochant à son propre traumatisme comme si c'était le seul qui comptait. Cette confrontation de perspectives, le soldat qui se voit comme une victime de la guerre et le civil puni pour son héritage devient insupportable. Le grenier devient claustrophobe non pas à cause de ses murs, mais à cause du poids et de l'histoire qui s'y exerce. Les deux hommes se retrouvent enchaînés à la guerre de différentes manières. L'un tant que soldat incapable de lâcher prise, l'autre tant que citoyen puni pour un crime qu'il n'a jamais commis. Le sabre est posé entre eux comme une relique maudite ou une confession. À chaque minute qui passe, leurs voix deviennent plus aiguës, leurs yeux plus durs. Le grenier, autrefois un lieu de stockage, ressemble maintenant à une cage, les enfermant avec leurs peurs les plus sombres. Et puis vient le moment que CBS n'a pas pu supporter. Arthur révèle soudain quelque chose d'effrayant. Son père aurait pu être un traître qui a aidé à guider les avions japonais pendant l'attaque de Pearl Harbor. Cet aveu, qu'il soit imaginé, exagéré ou manipulé par le sabre hanté, le transforme aux yeux de Fonton. Il ne s'agit plus de deux hommes confrontés à des fantômes personnels. Il s'agit d'une trahison héritée, une culpabilité transmise comme une malédiction. Ce qui était des préjugés bouillants sous la surface se transforme en hostilité pure et simple. Le grenier explose de rage, de suspicion et du fantôme d'une guerre à laquelle aucun des deux hommes n'a échappé. Pour le public de 1964, c'était le point de rupture. L'idée qu'un homme nippo-américain avoue une trahison était plus qu'un simple rebondissement dramatique. C'était une grenade lancée dans une société encore marquée par la guerre. Les familles qui avaient vécu Pearl Harbor, les vétérans qui portaient ces souvenirs et les Américains d'origine japonaise qui étaient encore confrontés à la discrimination ont tous vu dans cette scène quelque chose qui coupait trop près. Elle renforçait les craintes et les stéréotypes qui empoisonnaient encore le pays moins de 20 ans après la fin de la guerre. Les dirigeants de CBS, déjà méfiants face à l'intensité de l'épisode, ont soudainement eu un cauchemar entre les mains. Il ne s'agissait pas seulement de divertissement, c'était de l'essence versée sur des cicatrices raciales encore fumantes, et la chaîne s'est rendue compte bien trop tard qu'elle avait déchaîné quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Mais comment CBS a-t-elle réagi une fois l'épisode diffusé ? Et pourquoi a-t-elle fait des pieds et des mains pour l'enterrer pendant un demi-siècle ? La réponse n'était pas seulement une question de sensibilité, c'était une question de peur. Peur des réactions négatives, peur des protestations, peur de ce qui se passerait si des millions d'Américains voyaient leur reflet dans les coins les plus sombres de la 4e dimension. Lorsque la rencontre a été diffusée pour la première fois mai 1964, CBS pensait qu'il s'agissait simplement d'un autre épisode de la dernière ligne droite de la 4e dimension, mais la réaction a été immédiate et ce n'était pas le genre de buzz que la chaîne souhaitait éditer. Les téléspectateurs ont écrit avec fureur, accusant l'épisode d'être offensant, insensible, voire dangereux. Les groupes nippo-américains ont été particulièrement indignés par la façon dont Arthur était dépeint, le script suggérant que la traîtrise était quelque sorte ancrée dans sa lignée. Pour une communauté qui se remettait encore des cicatrices des camps d'internement et de la suspicion pendant la guerre, ce n'était pas seulement de la fiction. C'était une gifle. CBS avait toujours marché sur un fil avec l'écriture de Serling. Il a repoussé les limites, faisant passer contrebande des commentaires sociaux dans des histoires d'extraterrestres, de voyages dans le temps et de réalités alternatives. Mais ici, le message n'était pas enrobé d'allégorie, il était brut, direct et facile à mal interpréter. Au lieu de susciter une conversation sur les préjugés et la culpabilité, il risquait de renforcer les stéréotypes, même qu'il aurait dû remettre question. Les dirigeants du réseau ont paniqué, ils craignaient des protestations, des boycotts et des gros titres les accusant de racisme à une époque où les luttes pour les droits civiques étaient déjà à la une des journaux. Alors, CBS a fait quelque chose qu'elle ne faisait presque jamais, elle a retiré l'épisode de la circulation. Après cette première diffusion, la rencontre n'a jamais été rediffusée à la télévision américaine.
Lorsque la quatrième dimension est entrée syndication, une décision qui a maintenu la série vie pendant des générations, cet épisode a été retiré chirurgicalement. Il n'a pas été inclus dans les rediffusions, les sorties VHS ou même les premiers coffrets DVD. Pour la plupart des fans, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Dans les coulisses, les rumeurs allaient bon train. Certains affirmaient que Georges Teilly lui-même avait demandé qu'il soit enterré, bien qu'il l'ait nié plus tard, précisant qu'il était déçu du script, mais pas responsable de son effacement. D'autres spéculaient que les dirigeants de CBS avaient subi des pressions extérieures, peut-être même de la part de groupes de défense des droits qui considéraient l'épisode comme une arme contre les Américains d'origine japonaise, à une époque où les stéréotypes étaient mortels. Et puis, il y avait les théories du complot selon lesquelles les agences gouvernementales avaient fait pression sur CBS pour éviter d'attiser le sentiment anti-asiatique à une époque où la paranoïa de la guerre froide était déjà galopante. Quelles que soient les raisons exactes, le résultat était le même. La rencontre est devenue le fruit défendu de la série. Pendant des décennies, les collectionneurs acharnés de la quatrième dimension l'ont recherché, chuchotant des histoires de cassettes de pirates et de bobines et bobines manquantes. Son absence lui a donné du pouvoir. Les gens supposaient que tout ce qui était si complètement effacé devait être dangereux, peut-être même maudit. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais si CBS pensait qu'enterrer l'épisode tuerait sa légende, elle se trompait, parce que les fans n'étaient pas prêts à laisser disparaître un morceau perdu de la quatrième dimension sans se battre. Et quand il a finalement refait surface, la réaction a été plus forte, plus étrange et plus obsessionnelle que quiconque ne l'avait prévu. La décision d'enterrer la rencontre ne l'a pas effacée, elle l'a rendue irrésistible. Pendant des décennies, les fans inconditionnels de la quatrième dimension ont traité l'épisode comme une histoire de fantômes, chuchotée dans les conventions et dans les forums de fin de soirée. Tout le monde le connaissait, mais presque personne ne l'avait vu. Les collectionneurs échangeaient des rumeurs sur des copies pirates granuleuses enregistrées lors de sa diffusion unique. Certains juraient être tombés sur des chaînes de télévision étrangères qui l'avaient diffusée par erreur. D'autres affirmaient que CBS avait complètement détruit la copie maîtresse, faisant un épisode perdu au sens le plus strict du terme. Plus le réseau essayait de le garder caché, plus son nombre grandissait. Dans les années 1980 et 1990, lorsque la vidéo à domicile est devenue la bouée de sauvetage de la télévision classique, les fans ont remarqué quelque chose d'étrange. La rencontre était absente de toutes les collections. Les coffrets VHS passaient d'un épisode à l'autre sans explication. Même les coffrets DVD, des décennies plus tard, évitaient de le reconnaître. Cela a alimenté des spéculations folles. L'épisode était-il maudit ? Georges Teilly lui-même l'a-t-il mis sur liste noire ? Ou CBS avait-elle peur des poursuites judiciaires de groupes qui avaient longtemps condamné ces sous-entendus raciaux ? L'absence l'a rendu légendaire, presque comme les films vidéonasties que les gouvernements ont interdits, où le mythe a souvent éclipsé la réalité. Puis est venu Internet. Les communautés de fans lignes ont traité la rencontre comme un saint graal. Les forums de discussion se sont enflammés de théories, de ventilations, de vieilles photos de production et de supplications désespérées. Quelqu'un a-t-il vraiment vu ça ? Des copies pirates ont commencé à faire surface. Des copies floues de troisième génération ont été échangées dans des cercles secrets et chaque aperçu flou n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Plus les gens le voyaient, plus ils débattaient de sa signification. Était-ce vraiment de la propagande raciste déguisée science-fiction ou était-ce une tentative audacieuse de confronter les blessures les plus sombres de l'Amérique qui a simplement trébuché dans son exécution ? Le tournant est survenu 2016 lorsque Sci-Fi a choqué les fans diffusant la rencontre lors d'un marathon spécial, la quatrième dimension. Pour la première fois à plus de 50 ans, le grand public pouvait regarder l'histoire interdite. Les médias sociaux ont explosé. Certains téléspectateurs ont été horrifiés, d'autres fascinés, et beaucoup ont été tout simplement stupéfaits qu'un morceau de l'histoire de la télévision leur ait été caché pendant si longtemps. L'épisode est instantanément devenu l'un des plus notoires de toute la série. Pas à cause d'extraterrestres ou de monstres, mais parce que CBS avait essayé de l'effacer. Et pourtant,
Une fois que le fruit défendu a finalement été servi, une nouvelle question a émergé. Comment a-t-il vraiment résisté à l'épreuve du temps ? Était-ce le chef-d'œuvre choquant que les fans avaient imaginé ou simplement un artefact imparfait et offensant de son époque ? La réponse a divisé les critiques et le public. Et ce débat est là où la légende de la rencontre s'est véritablement approfondie. Lorsque la rencontre a finalement réussi à se frayer un chemin sur les écrans, ce n'était pas seulement une relique de la télévision. C'était un test de Rorschach culturel. Les téléspectateurs ont projeté leurs propres peurs, frustrations et interprétations sur l'histoire, comme ils l'avaient en fait 1964, mais la différence était frappante. Ce qui avait autrefois été considéré comme offensant et dangereux est maintenant devenu un morceau fascinant, quoique inconfortable, de l'histoire de la télévision. Les critiques qui ont revisité l'épisode ont souligné à quel point il était audacieux pour son époque. Un personnage nippo-américain joué par un véritable acteur nippo-américain qui bénéficie de tant d'antennes 1964, c'était presque du jamais vu. La performance de George T a été saluée pour son intensité et sa vulnérabilité, surtout compte tenu du nombre limité de rôles pour les acteurs asiatiques à cette époque. Revanche, la représentation par Neville Brand de Thornton, le vétéran amer, était un instantané brutal du traumatisme d'après-guerre, de l'alcoolisme et de la culpabilité du survivant. Certains critiques modernes ont soutenu que l'épisode portait réalité sur le poison des blessures non cicatrisées et non sur la condamnation d'Arthur lui-même. Mais l'épisode n'a pas été sauvé de la critique. Beaucoup ont considéré la décision du script de lier le père d'Arthur à Pearl Harbor comme imprudente, alimentant un récit selon lequel les Américains d'origine japonaise portaient la culpabilité des atrocités de guerre. Ce détail a frappé particulièrement fort parce que, réalité, les familles nippo-américaines avaient souffert de la suspicion, perdant leurs maisons, leurs entreprises et leur liberté dans les camps d'internement. Suggérer un lien avec une véritable trahison, même dans une allégorie surnaturelle de sabre hanté, était et est toujours profondément troublant. La frontière entre le commentaire et le stéréotype s'est estompée, laissant le public partagé sur la question de savoir si l'épisode était un art subversif ou simplement une erreur désuète. Pour les fans, cependant, la redécouverte était enivrante. Certains l'ont salué comme l'un des duos les plus intenses de l'histoire de la série. Une pièce de chambre imprégnée de tension. D'autres l'ont rejeté comme maladroit, mélodramatique et offensant selon les normes modernes. Quoi qu'il soit, personne ne pouvait nier son pouvoir de provoquer. Cela seul le distinguait. Après tout, combien d'autres épisodes de la 4e dimension ont été enterrés pendant des décennies parce que leurs idées coupaient trop près de l'os. Et puis, il y a le timing obsédant de sa redécouverte. 2016, avec les tensions raciales et les conversations sur la politique identitaire à leur comble, la rencontre ne ressemblait pas à de l'histoire ancienne. Elle semblait étrangement actuelle. Les fans qui regardaient sur Sci-Fi ne voyaient pas seulement un artefact perdu. Ils regardaient dans un miroir reflétant des problèmes non résolus du passé de l'Amérique qui résonnaient encore dans son présent. Ainsi, alors que certains ont rejeté l'épisode comme une erreur, d'autres ont soutenu qu'il était exactement ce que la 4e dimension était censée être. Inconfortable, inquiétant et peu disposé à laisser les téléspectateurs salés sans avoir un nœud à l'estomac. Mais son véritable héritage ne réside pas seulement dans ce que le public pensait à l'époque ou maintenant. Il réside dans ce que la disparition et le retour de l'épisode ont révélé sur la censure, la peur et les choses que la télévision n'est toujours pas prête à affronter. Et cela nous amène à la question plus vaste. Que se passe-t-il lorsqu'une histoire est trop crue, trop réelle ou trop dangereuse pour qu'un réseau puisse la gérer ? L'héritage de la rencontre suggère que parfois les contes les plus sombres ne disparaissent pas. Ils attendent juste dans le grenier, prêts à revenir lorsque le monde s'y attend le moins. L'étrange voyage de la rencontre, de la diffusion aux heures de grande écoute à un exil de 50 ans, dit autant sur la culture qui l'entoure que sur l'épisode lui-même. Au fond, cette histoire n'était pas seulement une question de sabre hanté ou de 2 hommes enfermés dans un grenier. Il s'agissait de la peur que ressentaient les réseaux lorsqu'ils étaient forcés de faire face aux blessures les plus profondes de l'Amérique. Et c'est pourquoi son héritage est plus puissant que la plupart des autres épisodes de la 4e dimension. Le fait de retirer l'épisode a révélé beaucoup de choses sur l'état d'esprit de CBS.
Le réseau était terrifié à l'idée de provoquer une controverse qui pourrait nuire à sa marque, aliéner les annonceurs ou susciter des réactions politiques négatives. Au lieu de faire confiance aux téléspectateurs pour qu'ils se débattent avec des questions inconfortables, ils ont choisi de l'enfermer. Ironiquement, cet acte de censure n'a fait qu'amplifier son attrait. L'interdit a toujours du poids et à l'ère de la redécouverte, la rencontre est devenue une légende. Son absence a créé un mystère, transformant ce qui aurait pu être considéré comme une bizarrerie imparfaite mais intéressante, l'histoire de Fantôme, la plus tristement célèbre de la série. Pour George Takei, l'héritage est compliqué. D'une part, cela lui a donné l'un de ses premiers rôles importants, une occasion rare pour un acteur nippo-américain de briller dans une performance principale. D'autre part, l'épisode a renforcé les stéréotypes contre lesquels il a passé une grande partie de sa carrière à se battre. T lui-même a décrit plus tard le script comme mal avisé, disant qu'il n'avait pas réussi à saisir la vérité de la souffrance de sa communauté pendant la guerre. Pourtant, raison de sa renommée ultérieure tant que Hikaru Sulu dans Star Trek, l'épisode est devenu encore plus fascinant, une capsule temporelle montrant les luttes d'un acteur qui deviendrait un jour une icône. Dans le paysage plus large de la télévision, la rencontre c'est devenu une étude de cas sur la façon dont les réseaux gèrent le contenu dangereux. Son enterrement soulève des questions obsédantes. Combien d'autres épisodes, scripts ou films ont été effacés avant que nous ne les voyions ? Quelles autres histoires ont été jugées trop honnêtes, trop offensantes ou trop provocatrices pour leur époque ? Et plus important encore, que manquons-nous lorsque les dirigeants décident de protéger le public au lieu de le mettre au défi ? Aujourd'hui, avec sa sortie éventuelle, la rencontre est devenue un symbole de la culture médiatique perdue. Il prouve que la censure n'efface pas l'histoire. Elle ne fait que la retarder, et lorsque les histoires supprimées reviennent, elles reviennent plus nettes, plus fortes et plus percutantes que jamais. La porte du grenier finit toujours par s'ouvrir. Mais juste au moment où les fans pensaient que les mystères de la rencontre étaient résolus, d'autres secrets ont été révélés dans les coulisses. Des détails cachés sur sa production, son casting et les intentions de ses créateurs. Et certaines de ces vérités pourraient être encore plus troublantes que l'épisode lui-même. Derrière l'étrange lueur de la rencontre se cache une série d'histoires que le public n'a presque jamais entendues. Pour commencer, le casting de George Takei n'était pas aléatoire. Rod Serling voulait de l'authenticité, un véritable acteur nippo-américain pour jouer un personnage nippo-américain. C'était révolutionnaire pour 1964, alors que le whitewashing était encore la norme à Hollywood. Mais Takei a admis plus tard qu'il était mal à l'aise avec le script particulier, la partie liante, le père d'Arthur à Pearl Harbor. Pour lui, dont sa propre famille avait été emprisonnée dans des camps d'internement américains, cette ligne n'était pas seulement de la fiction. C'était une distorsion douloureuse, il a interprété le rôle avec intensité, mais a toujours gardé une ombre de regret sur la façon dont il était écrit. Puis il y a eu la question de l'intention. Rod Serling avait passé sa carrière à combattre les censeurs de la télévision, utilisant la science-fiction comme camouflage pour faire passer contrebande des commentaires sur la race, la guerre et la moralité. Certains historiens soutiennent que la rencontre n'était pas censée diaboliser Arthur. Elle était censée montrer comment la haine, la culpabilité et la peur transforment les gens monstres. Le sabre hanté n'était pas simplement une arme. C'était un miroir forçant les personnages à affronter les pires parties d'eux-mêmes. Mais que ce soit par une mauvaise écriture, un mauvais timing ou des angles morts culturels, la nuance s'est effondrée et le public n'a vu que le stéréotype. Il y a aussi le mythe de la production. Certains initiés ont affirmé que les dirigeants de CBS étaient mal à l'aise avec l'épisode avant même sa diffusion. Ils craignaient qu'il n'offense les anciens combattants nippo-américains et leurs familles, mais avec les échéances qui approchaient, ils l'ont laissé passer. Après que la réaction négative ait frappé, le réseau a agi rapidement. Pas seulement le mettant de côté, mais presque faisant comme s'il n'avait jamais existé. C'est l'une des rares fois dans l'histoire de la télévision où un seul épisode d'une demi-heure a été effectivement effacé par une décision d'entreprise. Et pourtant, la vérité la plus étrange est la suivante.
La rencontre n'aurait peut-être jamais atteint un statut légendaire si CBS ne l'avait pas enterrée. Essayant de l'effacer, ils ont fait sorte qu'elle hante à jamais l'héritage de la série. Elle est devenue le grenier sombre de la quatrième dimension, le chapitre interdit dont les fans ont chuchoté jusqu'à ce qu'il soit finalement déverrouillé. Même à moi aujourd'hui, l'épisode divise les téléspectateurs. Certains le considèrent comme une relique laide d'une époque moins sensible. D'autres le considèrent non comme une tentative imparfaite mais audacieuse de lutter contre les cicatrices de la guerre et du racisme. Mais de toute façon, il perdure non pas à cause de sa perfection, mais à cause de son imperfection. Il nous rappelle que la télévision, comme l'histoire, n'est jamais aussi propre que nous le souhaiterions. Parfois, les histoires les plus importantes sont celles que les réseaux craignent. Et ainsi, la rencontre reste ce qu'elle a toujours été, un grenier hanté dans la maison de la quatrième dimension, rempli d'ombres, de secrets et du genre de vérité que vous pouvez enfermer mais jamais vraiment détruire.